Ce jeune homme s'appelle Hibiki. Aujourd'hui, c'est le jour de l'examen blanc. Alors, après avoir terminé son examen, il a attendu son ami proche, Daichi. Daichi était très inquiet, incertain d'avoir bien réussi le test, tandis que Hibiki était complètement opposé, extrêmement calme parce qu'il était très intelligent. Les deux se sont arrêtés dans un café pour discuter de leurs projets d'avenir concernant l'université ou la recherche d'un emploi. Daichi voulait obtenir un permis de conduire après être entré à l'université et rencontrer des filles qu'il aimait. Il se souvint soudain de quelque chose d'intéressant et attrapa le téléphone de Hibiki pour faire quelque chose. Daichi téléchargea une application appelée Nika. Récemment, cette application était très populaire car elle pouvait leur dire la cause de leur mort de manière très réaliste. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles certaines personnes étaient mortes exactement comme l'application l'avait prédit. Après que Hibiki ait téléchargé sa photo sur l'application, le système a notifié qu'il faudrait un certain temps pour analyser. Ensuite, les deux sont allés à la station de métro. Daichi a remarqué une fille nommée Nishako au loin, qui semblait aussi avoir juste terminé l'examen blanc comme eux. Soudain, ils ont tous deux reçu des notifications de l'application, indiquant que leur mort avait été analysée. Avec cela, il y avait une vidéo montrant un déraillement de train écrasant des gens. Ils se voyaient mourir écrasés par le train de métro et la scène de l'incident était juste ici. Tous deux devinrent anxieux, sentant que quelque chose n'allait pas. Juste au moment où ils allaient partir, il était trop tard. Le train se précipita vers eux à une vitesse folle, puis dérailla. L'espace environnant s'assombrit soudainement. Le système Nika notifia que s'il voulait vivre, il lui donnerait une chance. Après que Hibiki ait sélectionné l'option de vivre, une application de joueur s'est automatiquement téléchargée sur son téléphone. Peu après, Hibiki a progressivement repris conscience. Il ne pouvait pas croire qu'il y a quelques minutes à peine, cet endroit était encore normal. Maintenant, c'était devenu un tas de débris. Daichi reprenait aussi lentement conscience. Alors qu'ils étaient tous deux confus et voulaient appeler à l'aide, quelque chose bougea devant eux. Un démon noir apparut, traînant les morts pour les manger. De l'autre côté, Nisha était également terrifiée en assistant à cette scène. Leurs mouvements attirèrent l'attention des démons. Lorsqu'un démon se jeta sur Nisha, elle invoqua accidentellement un démon à la peau bleue qui coupa la tête de l'autre démon. Daichi activa aussi involontairement une invocation, invoquant un petit démon capable de lancer de la glace. Hibiki accourut vers Nisha et lui a dit de le suivre. Les trois ont grimpé sur un terrain plus élevé et ont regardé en bas pour voir les démons qu'ils venaient de convoquer les protéger. Ils ont couru vers un coin, et Nisha leur a montré l'écran de son téléphone. Il y avait une image du démon qu'elle venait de convoquer. Hibiki a raconté comment le système lui avait demandé s'il voulait vivre. Et, comme lui, Daichi et Nisha ont également été posés la même question. Il a déduit que ceux qui avaient choisi la mort avaient peut-être leur démon automatiquement invoqué. Les trois ont couru hors de la ville et ont vu le chaos partout. Le gouvernement a annoncé que la préfecture avait subi une catastrophe naturelle, donc le taux de victimes était extrêmement élevé. Daichi a appelé sa famille, mais a perdu le signal après avoir parlé juste un instant. Lorsque l'équipe de secours est arrivée et a voulu entrer dans le tunnel pour secourir les victimes, elle a été arrêtée par des personnes portant des vêtements étranges. Ils se sont présentés comme l'équipe spéciale de réponse aux catastrophes du gouvernement. Cet endroit serait désormais sous leur commandement direct. Les soldats de secours étaient en colère car ils ne savaient pas si les victimes du désastre à l'intérieur étaient encore en vie. Et pourtant, on les empêchait d'entrer. À cause de la perte de signal, Nisha ne pouvait pas appeler sa famille et était très inquiète. Puisque Daichi et Hibiki avaient déjà appelé leur famille, ils allaient probablement bien. Les deux ont décidé d'accompagner Nisha chez elle. Ensuite, elle a essayé d'appeler plusieurs fois, mais n'a toujours pas réussi à joindre. Elle s'est excusée auprès des deux de les avoir entraînés dans cette situation. Tous deux ont estimé qu'avec la situation chaotique actuelle, ils devraient rester ensemble. Le soir, Daichi est allé acheter de l'eau, tandis que Hibiki et Nisha discutaient. Elle a dit que si elle avait su que cela arriverait, elle n'aurait pas participé à l'examen blanc. Hibiki avait l'impression qu'ils étaient testés par quelqu'un utilisant l'application. Après être revenu avec de l'eau, les deux ont joyeusement joué à pierre-papier-ciseaux. Le résultat fut comme avant, Hibiki a gagné et a reçu la bouteille d'eau. Quelque chose d'étrange est descendu du ciel à l'endroit où il se trouvait. Alors que tout le monde se demandait ce que c'était, la sphère au sommet s'est agrandie et a explosé. Après cette explosion, une autre sphère s'est formée. Elle a frénétiquement tiré des bombes et des balles, attaquant les gens autour. Et ceux qui n'ont pas pu s'échapper à temps ont perdu la vie. Quand la sphère a visé Hibiki et Nisha, elle a invoqué son démon pour bloquer l'attaque. Le système a notifié qu'il y avait une nouvelle vidéo de décès. Hibiki l'a ouvert et a été choqué de voir la mort de Daichi à l'intérieur. Par derrière, Daichi a conduit un grand véhicule dans le démon, puis a explosé. Dans la fumée, le démon n'était toujours pas mort mais réapparaissait progressivement. Assister à la mort de son meilleur ami rendit Hibiki extrêmement en colère. Il a activé le système d'invocation et une grande vague de puissance a éclaté. Le personnel de l'équipe de réponse aux catastrophes a été stupéfait lorsqu'il l'a vu invoquer la bête divine, Byakko. Sous les ordres de Hibiki, Byakko a esquivé les balles, a bondi pour griffer le démon puis l'a frappé avec la foudre pour le détruire.
Il courut vers le site de l'incendie et entendit la voix de Daichi. Il avait été sorti de l'explosion par un des petits démons de Nisha. L'équipe spéciale de réponse aux catastrophes, nommée JBS, les a immédiatement entourés et emmenés à leur quartier général. Dans le véhicule, les trois étaient menottés et leurs téléphones confisqués. Hibiki ne comprenait pas pourquoi le gouvernement savait que cela arriverait, mais avait pourtant abandonné les citoyens. Le convoi a été conduit au bâtiment du Parlement. Après être entrés, les trois furent émerveillés par la grandeur du lieu. Un homme aux cheveux blancs s'approcha et tout le monde le salua. Daichi et Nisha furent emmenés dans une salle en verre tandis que Hibiki fut conduit ailleurs. Il demanda pourquoi il était le seul à être emmené séparément. La femme lui dit qu'ils allaient lui révéler la vérité. Derrière la porte se trouvait un système informatique énorme. Elle se présenta comme le commandant adjoint Sako. Pendant longtemps, JBS avait été chargé de surveiller une barrière couvrant le Japon pour protéger ses citoyens. Cette barrière était un système spirituel et si elle était brisée, les phénomènes mystérieux ennemis envahiraient et les attaqueraient. Et Hibiki avait invoqué Byako, l'une des 4 bêtes divines de Chine. Une personne ordinaire ne pouvait pas invoquer un démon aussi puissant. Dans ce secteur, personne n'avait jamais invoqué un démon aussi puissant que lui. Depuis les temps anciens, il existait de nombreuses façons d'invoquer des démons. JBS avait recherché et intégré cela dans les téléphones pour invoquer des démons. Les gens normaux ne pourraient pas y accéder. Cependant, quelqu'un avait créé une application et l'avait distribuée pour que les citoyens puissent la télécharger et invoquer des démons. Hibiki était très contrarié qu'il savait que cela arriverait, et de plus, cet endroit avait un équipement extrêmement moderne, mais il ne l'utilisait pas pour aider les citoyens et le gardait égoïstement pour eux-mêmes. Le commandant aux cheveux blancs expliqua que les démons qui apparaîtraient plus tard seraient encore plus terribles que celui qu'il venait de détruire. Il y avait 6 êtres de niveau catastrophe, équivalents aux 6 jours à venir, et il devrait les arrêter ou le monde serait englouti et disparaîtrait. Ces 6 étaient appelés Septentrions. Hibiki avait invoqué le tigre blanc, Byako. Il avait donc la capacité d'aider JBS à détruire les Septentrions. Les scientifiques de JBS, après des recherches, ont réalisé que l'application du joueur était complètement différente de l'application qu'ils avaient conçue. Le lendemain, Nisha a demandé ce qui leur arriverait. Hibiki l'a assuré que rien ne se passerait tant qu'ils restèrent sur place. Ce soir-là, ils ont été ramenés chez eux par Sako. Elle a dit que selon l'accord, elle ramènerait Daichi et Nisha à la maison, mais Hibiki devrait les rejoindre dans le combat. Daichi a essayé d'arrêter Hibiki parce que c'était trop dangereux. Malheureusement, la ville où vivait la famille de Nisha était couverte de fumée et la route devant était encombrée. Ils la consolèrent en disant que rien de mal n'arriverait. Maintenant, ils iraient dans un camp de réfugiés pour trouver la famille de Nisha. Ils arrivèrent à un grand bâtiment où de nombreuses personnes étaient déjà venues chercher refuge. Sako leur a rendu leur téléphone et est parti. Malgré leurs recherches sur le panneau d'information, ils n'avaient toujours pas d'informations sur la famille de Nisha. Elle était très paniquée de ne pas pouvoir trouver sa famille. Soudain, un démon a fait irruption à travers la porte en verre, effrayant tout le monde et les poussant à fuir. Le démon a ciblé un jeune garçon. Hibiki ne pouvait plus rester sans rien faire et a invoqué Byako pour l'emmener dehors. Sako, qui n'avait pas conduit loin, a vu Byako se battre. Après qu'un démon ait été tué par Byako, une horde entière de démons a fait irruption. Daichi voulait invoquer un démon pour aider, mais son petit démon n'avait pas encore été recréé. Daichi voulait arrêter Hibiki, en argumentant que même s'il avait un grand pouvoir, cela ne signifiait pas qu'il devait risquer sa vie à combattre. Quant à Hibiki, il voulait utiliser son pouvoir pour sauver des gens. Le nombre de démons volants continuait d'augmenter. Heureusement, Sako est venue aider, disant qu'elle n'avait vu aucun joueur aux alentours. Il était possible qu'un téléphone cassé invoque automatiquement des démons. Ils se sont séparés. Hibiki est resté pour tuer des démons tandis que Sako est partie chercher le téléphone. Elle a trouvé un joueur mort avec un téléphone invoquant continuellement ces démons. Elle a immédiatement écrasé le téléphone pour arrêter les invocations. Les citoyens qui ont vu Hibiki se battre craignaient qu'il ne les attaque. Le garçon qu'il avait sauvé plus tôt prit la parole pour le remercier. Ensuite, les trois rencontrèrent un commandant. Ils réalisèrent que la situation actuelle était extrêmement grave, alors ils décidèrent de rester pour aider. Le commandant leur a donné leur première mission, trouver le scientifique de JBS qui avait disparu après l'apparition du Septentrion. Avant de partir, Hibiki a suggéré que les 2 autres devraient rester en arrière. Mais Daichi ne pouvait pas laisser son ami proche partir seul, alors il n'était pas d'accord. Daichi était ravi d'avoir acheté d'autres démons dans l'App Store. Bien qu'un peu effrayé par le pouvoir qu'il possédait maintenant, Hibiki devait encore l'utiliser pour protéger ceux qu'il chérissait. Après avoir pris le métro, les 3 atteignirent la région d'Osaka et rencontrèrent le personnel de la JBS à cette branche. Ici, ils ont également rencontré 2 nouveaux joueurs, Hinako et Kita. Tout comme leur groupe, ces 2-là avaient rejoint JBS seulement hier. Le jeune Kita avait une personnalité têtue. Il ne voulait pas participer à la mission de recherche et est parti seul chasser des démons. Le groupe s'est rendu au laboratoire souterrain du Dr Kano. Il n'y avait aucun signe de lutte ni aucune indication qu'elle avait quitté le bâtiment, comme si la scientifique avait disparu de la surface de la Terre.
Kita, en tuant des démons et en détruisant les téléphones des morts, a accidentellement aperçu un démon volant furtivement dans le ciel et l'a poursuivi. Daichi ne comprenait pas pourquoi, maintenant qu'ils étaient tous des joueurs, il n'était pas assigné à tuer des démons, mais faisait plutôt ses autres tâches. Sûrement, le commandant avait un autre agenda. Juste à ce moment-là, le système a signalé que le mur de la barrière était attaqué. La barrière de JBS avait de nombreux murs, donc normalement, elle ne pouvait pas être brisée de l'extérieur. Inexplicablement, le système a soudainement signalé une erreur à cause d'un pirate attaquant leur système. Couche par couche, la protection était détruite par le hacker. Hinako a demandé pourquoi il ne pouvait pas simplement débrancher le réseau pour arrêter l'attaque. Le vieil homme a refusé parce que si c'était fait, Osaka perdrait sa protection magique. Et les Septentrions envahiraient et les attaqueraient. Hibiki réalisa que le commandant le savait à l'avance. C'est pourquoi il avait assigné la mission de venir ici. L'application a notifié une nouvelle vidéo de mort. Hinako a regardé et a vu que c'était la mort de Kita. Hibiki lui a dit de regarder autour pour voir où c'était. Puis il a couru pour dire au personnel de localiser cette zone. Pendant que le vieil homme le réprimandait, disant qu'il faisait quelque chose d'inutile, le personnel féminin avait localisé la zone et découvert que le hacker attaquant leur système se trouvait dans un parc près de cette zone. Le commandant les a contactés et leur a dit d'aller rapidement arrêter le hacker. Des équipes à proximité viendraient en renfort. Hibiki voulait des éclaircissements, demandant s'il le savait à l'avance. Le commandant n'a donné qu'une réponse ambiguë sans lui donner de réponse directe. Kita, en poursuivant le démon, est entré dans un parc abandonné. Soudain, 2 démons apparurent par derrière et attaquèrent. C'étaient des démons à tête de cheval issus de la mythologie. Kita invoqua immédiatement un guerrier à la peau rouge pour les combattre. Bien qu'ils ne soient pas puissants individuellement, ils étaient nombreux et continuellement invoqués. En esquivant une attaque d'un démon, Kita tombait vers une pointe de fer acéré. Pensant qu'il mourrait là, il eut la chance que Hinako apparaisse à temps et que son démon volant le tire vers le haut. Le démon à tête de cheval, voulant profiter de l'occasion pour attaquer, fut tué par le tigre blanc de Hibiki. Tout le monde était soulagé d'être arrivé à temps. Daichi a dit qu'il trouverait le hacker contrôlant les démons et invoquerait les démons qu'il venait d'acheter. De manière inattendue, ils étaient très inutiles, s'enfuyant et se dispersant dès qu'ils ont chargé. Sako a appelé Hibiki pour l'informer que seul son groupe était arrivé là en toute sécurité. Les autres groupes en route avaient tous été tués. Le commandant lui a dit de trouver rapidement le hacker, qui se trouvait à environ 50 mètres d'eux. Hibiki a dit à Daichi et Nishia de trouver le hacker pendant que lui et les autres resteraient pour se battre. Malgré le soutien mutuel des 3 dans la bataille, c'était toujours très difficile car il y avait trop d'ennemis et tout le monde était épuisé. Le commandant a ordonné l'utilisation d'Omadon, un nouveau virus que le scientifique avait inventé. Sako était inquiet car l'utiliser sans le scientifique serait très dangereux. À la fin, elle a dû obéir. Immédiatement, tous les démons ennemis se figèrent et ne purent plus bouger. Ils seraient incapables d'attaquer pendant un court moment. À ce moment-là, Nishia et Daichi avaient également repéré le hacker. Lorsqu'elle invoqua son démon bleu, ils furent choqués de voir que la personne assise à l'intérieur était en fait le scientifique. Juste après, un démon de haut niveau tua le démon de Nishia et la jeta d'une hauteur. Kita contrôla immédiatement son démon pour la rattraper. Les personnes au quartier général ont également été alarmées d'apprendre que le hacker était le scientifique. Elle avait été complètement endoctrinée par l'ennemi et ne suivait que les ordres. Le tigre blanc et le démon de Hinako ont attaqué le démon de haut niveau ensemble, mais étonnamment, ils pouvaient bloquer leurs attaques d'une main. Puis, il a frappé le démon d'Hinako avec la foudre, le tuant. Hibiki a dit à Kita de s'allier avec lui pour l'attaquer. Le hacker avait maintenant attaqué la dernière couche défensive du système. Le tigre blanc a chargé le démon. Lorsqu'il a créé un bouclier pour bloquer, le démon de Kita a attaqué par derrière et l'a tué. Daichi a également suivi le plan et utilisé une barre de fer pour détruire le système que le hacker utilisait. Quand tout le monde pensait avoir réussi, le démon d'avant n'était toujours pas mort. Il a soudainement lancé la foudre sur Kita et Hibiki. Kita a immédiatement poussé Hibiki, mais il a lui-même pris le coup et a perdu la vie. Le système du hacker a été réactivé, détruisant la dernière couche défensive. Après la bataille, tout le monde était blessé. Hibiki était choqué de voir que Kita était mort. Il ne pouvait pas changer l'avenir. La couche défensive a disparu et le désastre septentrion est apparu et est entré à Osaka. Hibiki se reprochait profondément d'avoir été négligent, ce qui a conduit à la mort de Kita. Il a été emmené par le personnel de JBS à une position pour se préparer à la bataille avec le Septentrion. C'était une entité gigantesque volant lentement vers le centre. Des rangées de chars militaires ont tiré dessus, mais en vain. Le Septentrion a libéré de petits démons qui se sont attachés aux chars, les faisant exploser. Un homme aux cheveux blancs assis sur le pont parlait à un démon de haut niveau, disant que les humains étaient insignifiants face à cela. Sako a annoncé le rassemblement des équipes de joueurs le long du chemin du Septentrion pour le bloquer.
C'était rien d'autre qu'un mur de chair. Daichi voulait aussi rejoindre la bataille pour aider tout le monde, mais comme son niveau de démon était trop faible, il ne pouvait pas rejoindre l'équipe de combat. Il a été affecté à l'équipe médicale pour aider les autres. Avant d'aller au combat, Hinako a dit à Nishia de rester ici avec Hibiki. Il était maintenant submergé par la culpabilité à cause de la mort de Kita et avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Hibiki était avec la force principale à la dernière ligne. Le commandant lui a dit que Kita était mort en le protégeant, ce qui était honorable. Ceux qui n'avaient pas de pouvoir n'étaient que des déchets, donc il n'y avait pas besoin de s'en soucier. Le Septentrion était entré dans la ville. Des centaines de joueurs contrôlèrent des démons pour l'attaquer, mais en vain. Le Septentrion n'a lancé qu'une seule vague d'attaque et a complètement détruit la première ligne de défense. Nishia courait partout à la recherche de Hibiki. Elle a demandé à un membre du personnel où il se trouvait. Lorsqu'elle a appris qu'il était dans le bâtiment en face, elle s'y est précipitée. Quand le Septentrion a atteint la deuxième ligne de défense, il a utilisé la magie pour tirer un rayon de destruction sur le quartier général. Toute la ville a tremblé violemment. La couche protectrice extérieure du quartier général a été complètement détruite et un coup de plus ferait tomber Osaka. Sous terre, après l'attaque du Septentrion, tout autour était gelé. Même l'équipe médicale avait été détruite. Daichi était extrêmement inquiet et appela Hibiki, lui disant de descendre, affirmant que s'il continuait à suivre les ordres de JBS là-haut, il mourrait. Il décida d'aller au front pour se battre, plutôt que de rester ici à regarder les gens mourir. Le commandant a dit qu'il était un imbécile mais qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter, car quelqu'un avait déjà remplacé ce poste. C'était nul autre que Nishia, qui montait sur le toit à la recherche de Hibiki. Comme il était parti sur son tigre, les deux ne pouvaient pas se rencontrer. À cette ligne de défense, ceux qui contrôlaient les démons volants, y compris Hinako, ont attaqué le Septentrion. Lorsqu'un démon explosif s'est précipité vers elle et a explosé, le tigre blanc de Hibiki l'a bloqué. Elle lui a dit de se retirer rapidement vers la ligne de défense arrière, mais il a refusé. Le tigre blanc a abattu la foudre, mais le Septentrion est resté indemne. Au lieu de cela, il attaqua plus férocement. Le tigre blanc fut également abattu et tomba au sol. Les démons ciblèrent immédiatement le tigre blanc et Hibiki, et tout le monde dans l'équipe se précipita pour le protéger. Lorsqu'il reprit conscience, il vit des plumes de démons volants tomber partout. Beaucoup de gens avaient perdu la vie en le protégeant. Hinako était maintenant aussi gravement blessée, le sang coulant continuellement. Elle a dit que Nishia était allé dans ce bâtiment pour le chercher. Alors qu'il tombait dans le désespoir, l'homme mystérieux aux cheveux blancs est apparu. Il s'est présenté comme Oko, un ami du commandant. Il a dit que Hibiki avait été entraîné dans cette bataille. Hinako était gravement blessée en le protégeant et maintenant la personne restante allait aussi être entraînée dans cette bataille. Il a soudain réalisé que c'était Nishia. Elle avait reçu l'ordre de remplacer Hibiki pour protéger la dernière ligne de défense. Oko pensait que tout était de sa faute. Ceux qui ont du pouvoir causent plus ou moins de danger à ceux qui les entourent. Alors que le Septentrion s'approchait, Nishia invoqua un nouveau démon. Tout le monde était choqué, c'était nul autre que la déesse Haim. Le vieil homme ne savait pas qui étaient ces jeunes pour avoir des démons si puissants. Haim détruisit les démons explosifs qui se précipitaient, puis attaqua le Septentrion avec une onde de choc. Bien que Hime soit très puissante, la force physique de Nishia était limitée et il ne pouvait pas la contrôler longtemps. Le Septentrion commença à rassembler de l'énergie pour libérer un rayon de lumière magique. Soudain, il fut attaqué par le tigre blanc de Hibiki, ce qui fit rediriger son attaque vers le ciel. Profitant de cette opportunité, le tigre blanc déploya toute sa puissance pour détruire le noyau du Septentrion, le faisant disparaître. Tout le monde se réjouissait que la campagne contre le Septentrion ait réussi. De manière inattendue, à ce moment-là, il lui restait encore un peu de pouvoir et s'apprêtait à viser Hibiki quand il fut coupé en deux par un démon. L'homme qui possédait le démon s'approcha. Il dit qu'il était un ancien membre de JBS et qu'il détestait actuellement JBS au plus haut point. Il a dit à Hibiki de venir avec lui. Les gens au quartier général ont été alarmés lorsqu'ils n'ont plus vu la présence de Hibiki. Il avait disparu. L'homme qui avait emmené Hibiki était le chef de l'armée rebelle qui avait saisi la branche de JBS à Nagoya, nommé Ronaldo. Il était un ancien membre de JBS, donc il connaissait beaucoup de leurs secrets. Daichi et Nishia s'étaient cachés dans des cartons et avaient infiltré l'armée secrète pour atteindre Nagoya afin de trouver Hibiki. Les deux étaient extrêmement inquiets après avoir reçu la vidéo de la mort concernant la mort de Hibiki. Selon les calculs, le prochain endroit que le Septentrion attaquerait serait Nagoya. La scientifique, après de nombreux jours d'inconscience, avait maintenant repris connaissance. Elle s'est immédiatement mise au travail pour restaurer le système qu'elle avait détruit. Sako est rentré chez lui, se souvenant de la première fois qu'ils se sont rencontrés il y a plusieurs années. Il l'avait invité à devenir commandant adjoint parce que, selon lui, ceux qui ont des capacités devraient occuper les postes qu'ils méritent. Dans un restaurant à Nagoya, une paire de frères et sœurs y séjournaient. Ils étaient de JBS. Et après être arrivés à Nagoya, ils avaient perdu le contact avec le quartier général.
Aujourd'hui, ils continueraient leur mission pour entrer sur le territoire des rebelles pour une enquête. Ils utiliseraient un tunnel que les rebelles ne connaissaient pas pour entrer. Daichi et Nishia se promenaient dans la ville et voyaient que la scène ici était aussi dévastée qu'à Osaka. Devant eux se trouvait une foule de citoyens rassemblés. Soudain, un homme qui ressemblait à un voyou s'approcha, les surprenant tous les deux. Il prit de l'eau et de la nourriture d'une boîte et les donna aux réfugiés. Il dit que le gouvernement actuel avait abandonné le peuple, donc ils n'avaient pas d'autre choix que de s'occuper d'eux-mêmes. Mais en y regardant de plus près, ces portions de nourriture venaient de JBS. Peut-être que ces gens avaient volé de la nourriture à JBS et l'avaient fournie aux citoyens. Soudain, un groupe de démons est apparu de nulle part et les a attaqués. Daichi voulait aider en invoquant des démons, mais c'était encore des démons lâches qui avaient peur de l'ennemi. Ce n'est que lorsque Nishia a appelé Hime qu'ils ont tous été détruits. Les rebelles à cet endroit, voyant qu'ils étaient des joueurs, les ont entourés. Dans une pièce où se trouvaient des joueurs blessés, cette fille était médecin JBS dans l'armée secrète. Les joueurs la blâmaient parce que JBS savait tout mais avait abandonné les citoyens. En fait, ils ne savaient rien et suivaient seulement les instructions du commandant. Ronaldo est venu et leur a dit d'arrêter de la blâmer, puis il a également rendu le téléphone d'invocation à la fille. Bien qu'elle appartienne à JBS, leur ennemi, elle en avait besoin pour protéger les autres. Elle voulait savoir pourquoi il avait saisi cette branche. Ronaldo leur a révélé un secret. Après que tous les septentriones aient été détruits, le commandant Yamato mettrait en place une dictature. Il dirigerait le nouveau monde et les forts seraient sous son commandement. Il ne faisait pas de déclaration sans fondement. Auparavant, il était un inspecteur installé par le gouvernement dans JBS. Après un certain temps, il a découvert que Yamato était un intrigant. Pour lui, il n'était que des outils pour l'aider à atteindre le sommet. Rien de plus, rien de moins. Ronaldo a conduit Hibiki à leur salle de contrôle. Bien que cet endroit soit plus délabré par rapport au quartier général de Hibiki, ils avaient des démons puissants capables de combattre le Septentrion. La femme médecin de JBS a également dit timidement qu'elle se joindrait à eux pour combattre le Septentrion. Yamato, à ce moment-là, jouait aux échecs seul. Il pensait qu'ils étaient des imbéciles qui réaliseraient à bientôt la dure réalité. Ce monde n'était pas pour les faibles. Depuis son jeune âge, Yamato était un génie, avec une attitude extrêmement arrogante, méprisant ses subordonnés. Son clan avait depuis longtemps recherché des moyens d'invoquer des démons. Lorsqu'il fut appliqué à Yamato, l'éruption de puissance fut énorme. Le démon qu'il invoqua était le lion noir Cerbère. Le lion noir était extrêmement féroce et a perdu le contrôle, attaquant les scientifiques. Dans le feu, lorsque Cerberus est venu devant Yamato, il s'est agenouillé devant lui. Quelque temps plus tard, Oko est venu trouver Yamato. Il était si intelligent que Yamato n'était toujours pas à la hauteur en jouant aux échecs, et ainsi, ils sont devenus amis. De retour au présent, Oko est venu voir Yamato à nouveau en disant que Yamato n'avait pas du tout changé par rapport à avant. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, le téléphone de Yamato a affiché une notification à propos d'une vidéo de mort, qui était une vidéo sur la mort de Hibiki. À Nagoya, Ronaldo a conduit tout le monde à l'endroit où le 3e septentrion apparaîtrait. Il le savait grâce au pacte du clan Yamato. La femme médecin connaissait Hibiki, alors elle a demandé pourquoi il suivait les rebelles. Il pensait que s'il suivait JBS, il ne pourrait sauver personne. L'idéal de Yamato était de sacrifier les autres pour atteindre le sommet, et il ne voulait pas suivre une telle personne. À ce moment-là, Yo est venu dire à Hibiki qu'il y avait des gens prétendant être ses amis. À peine avait-elle fini de parler que Daichi et Nishia se précipitèrent. Les trois étaient ravis de se voir. Ils lui ont parlé de la vidéo de mort qu'ils avaient reçue. Il voulait qu'il retourne à Tokyo avec eux et quitte cette bataille, mais il a refusé. Il arrêterait le Septentrion qui était sur le point d'apparaître. Daichi était très en colère parce que sa mort dans la vidéo de la mort était à cet endroit. Voyant qu'il était toujours déterminé à rester, cela rendit Daichi furieux, mais il décida aussi de rester avec Hibiki pour lutter contre la vidéo de la mort. Nishia prit la parole, lui disant de ne pas tout porter seul comme ça. Les frères et sœurs JBS, en infiltrant, tombèrent accidentellement dans un endroit avec de nombreux soldats rebelles. Ils ont immédiatement invoqué des démons pour se battre. La fille était très excitée de combattre avec des démons. Elle et son frère ont également invoqué leurs démons, le Dehai Cat et le Warrior Cat. En un instant, leurs démons avaient tué tous les démons des rebelles. Ronaldo et Yo sont également apparus juste après. Il a dit aux deux d'arrêter car ils ne pourraient pas les vaincre. Alors que la situation entre les deux camps était très mauvaise, ne voulant pas raisonner mais se battre, le sol a soudainement tremblé violemment. Les personnes dans la salle de contrôle ont informé Ronaldo que le Septentrion était sur le point d'apparaître. Après avoir déterminé les coordonnées, étonnamment, la position où il apparaîtrait était là où il se tenait. Une porte magique s'est ouverte et le Septentrion, de forme circulaire avec des pointes, a été invoqué.
Ronaldo a rassemblé tous les joueurs appartenant à l'armée rebelle pour apporter leur soutien. Les frères et sœurs ont également cessé de se battre et l'ont rejoint pour combattre l'ennemi commun, le Septentrion. Mais la plupart de leurs attaques étaient inefficaces. À ce moment-là, les pointes du Septentrion ont cessé de tourner et se sont plantées dans les murs des deux côtés. Il a libéré une vague de magie qui a balayé tous les démons devant. S'il ne pouvait pas vaincre le Septentrion maintenant, il détruirait le système et Nagoya serait détruite. Lorsque le Septentrion était sur le point de lancer une autre attaque magique, Hibiki est arrivé. Son phénix de feu a déchaîné une puissance de feu terrifiante sur le Septentrion. Tout le monde était étonné par cette puissance. Nisha a également invoqué Hime pour le soutenir dans le combat. La femme médecin a appelé un démon qui jouait d'un instrument, doté d'une compétence spéciale qui affaiblissait les ennemis. Le corps du Septentrion a progressivement eu des fissures. Soudain, il a brillé et l'anneau s'est séparé. La puissance magique du Septentrion augmenta soudainement de manière spectaculaire. Hibiki ordonna au phénix de feu de l'arrêter, mais c'était trop tard. Il a tiré un rayon destructeur qui a tué le phénix de feu et d'autres démons. Daichi a réalisé que dans la vidéo de la mort, Hibiki mourrait de ce rayon. Il a immédiatement invoqué le tigre blanc, mais il a également subi le même sort, étant effacé par le Septentrion. Le système sur le téléphone a immédiatement signalé une erreur et a cessé d'invoquer. Le Septentrion a dirigé sa prochaine attaque sur lui. Dans cette situation de vie ou de mort, le lion noir de Yamato s'est précipité, a mordu la pointe du Septentrion et l'a arrêté. Son clan avait modifié et affiné les compétences pour les démons. Le lion noir a lancé une onde de choc qui a détruit le Septentrion en un seul coup. L'écran du système avait également été piraté avec succès par la scientifique. Hibiki était très en colère d'avoir un tel pouvoir mais de ne pas protéger les gens. Au lieu de cela, il se tenait juste derrière, à donner des ordres, causant la mort des gens. Pour Yamato, ils n'étaient que des pions, et lui était un pion spécial. Ronaldo a également pris la parole, disant qu'il ne pouvait pas accepter le monde dictatorial où les forts détenaient le pouvoir que Yamato voulait créer. Les personnes appartenant à JBS ont été surprises lorsqu'elles ont appris ce secret. Hibiki a également resummoné le tigre blanc, prêt à affronter Yamato s'il voulait faire du mal aux autres. Oko est soudainement apparu à côté des débris, disant qu'il ne s'attendait pas à ce que les rayons d'espoir se confrontent. Il a dit que Yamato était venu ici immédiatement après avoir reçu la vidéo de la mort d'Hibiki. Yamato a affirmé que les prochains septentrionaux seraient encore plus brutaux, donc Hibiki n'était qu'une arme, rien de plus, rien de moins. Oko a ensuite dit que si Yamato n'était pas arrivé à temps plus tôt, Hibiki serait mort. Alors, maintenant, quelle était sa décision ? Partir avec Yamato ou rester? Ce serait extrêmement important, affectant l'avenir. Ronaldo conseilla à Hibiki de ne pas partir avec lui. Une flamme l'entoura soudainement, l'empêchant de s'approcher de Hibiki. Le démon apparaissant à côté d'Oko prit la parole, lui disant de se taire. Tout le monde fut surpris de voir un démon capable de parler ainsi pour la première fois. Le démon demanda à Oko pourquoi il s'était rangé du côté de ces humains faibles. Hibiki demanda si Oko était un démon. Il se présenta plus clairement comme celui qui souffre toujours. Les joueurs de l'armée rebelle invoquèrent des démons pour les affronter. Ce démon de feu, d'un simple claquement de doigts, a fait s'enflammer tous les démons. Hibiki a dit à tout le monde de battre en retraite. Il les combattrait. Oko a révélé une vérité. L'application d'invocation qu'ils utilisaient avait été créée par lui. Les humains étaient très faibles et complètement impuissants face aux attaques des septentrioniens. Alors, il a créé l'application d'invocation pour qu'ils l'utilisent contre les démons. Yamato a dit à Hibiki que le prochain septentrion apparaîtrait demain. Il apparaîtrait à plusieurs endroits, Tokyo, Osaka et Nagoya. Il attaquerait simultanément les 3 quartiers généraux dans les 3 régions. Seuls les démons au même niveau que le tigre blanc de Hibiki seraient autorisés à participer à la bataille. Il a assuré à Yamato qu'il utiliserait le pouvoir qu'il possédait pour détruire le septentrion. Donc, s'il avait des idéaux erronés, il ne les ignorerait pas. À la fin, il a décidé de se séparer à la fois de JBS et de l'armée rebelle pour combattre de manière indépendante. Yamato n'a pas capturé Ronaldo, le commandant rebelle, mais l'a laissé commander cet endroit contre le septentrion demain. Ena courut demander à Hibiki qui était l'homme à la chemise rayée, mais quand ils regardèrent, il n'y avait plus personne. Dans le train de retour à Tokyo, la main de Yamato était blessée et saignait, mais il ne montrait aucun signe de douleur. Dans l'esprit de Hibiki, il était encore perplexe quant à la raison pour laquelle Yamato prendrait le risque d'utiliser le portail de téléportation pour venir le sauver. Le dispositif de téléportation avait également été ajusté. Ce soir-là, tout le personnel a subi un examen de santé générale. Contrôle de santé. Pendant que Hibiki et Daichi parlaient et se taquinaient, Daichi était quelque peu réservé. Contrairement à avant, Hibiki l'a immédiatement remarqué et a dit que si Daichi et Nishia n'étaient pas venus aider, il aurait eu des problèmes. Grâce à cela, la gêne entre les deux a été supprimée. Dans la conversation entre la femme médecin et Nishia, les deux sont également devenus proches. Nishia était curieuse de savoir pourquoi elle avait rejoint JBS.
La femme médecin n'a rien caché et a révélé qu'auparavant, elle était juste un médecin ordinaire, mais qu'un jour, des gens sont apparus en disant qu'ils étaient du gouvernement et l'ont invitée à rejoindre JBS. De toute façon, le salaire ici était meilleur qu'à l'extérieur, alors elle a accepté. Il était connu qu'elle avait un jeune enfant, donc après avoir rejoint JBS, sa fille était également protégée. La femme médecin a complimenté Nishia, disant qu'elle faisait très bien quand elle faisait de son mieux pour ses amis, pour la personne qu'elle aimait. Nishia a rougi et l'a nié, mais la femme médecin avait depuis longtemps réalisé qu'elle aimait Hibiki. Dehors, Daichi attendait que Nishia sorte et il a été taquiné par Yo, qui est allé devant la clinique de Nishia. À ce moment-là, Hibiki est également arrivée, et juste au moment où la porte s'est ouverte, voyant 3 hommes devant elle, y compris Hibiki, elle était très embarrassée et les a tous frappés. Alors qu'ils étaient tous assis en train de boire du café, Yo est revenu pour taquiner les deux. Ronaldo, après son examen, est allé immédiatement inspecter l'équipement. Il était très prudent et se préparait pleinement pour la bataille de demain. Pendant qu'il se détendait, Eina s'est précipitée et les a grondés pour être des voyeurs. Daichi et Hibiki ne comprenaient pas pourquoi ils se faisaient gronder ainsi. Il s'est avéré qu'auparavant dans la salle d'examen, ce n'était pas seulement Nishia, mais aussi Eina qui changeait de vêtements. Yamato était à la table à manger avec les dirigeants de haut rang. Ils lui reprochèrent d'être allé à Nagoya et d'avoir abandonné Tokyo. Si quelque chose arrivait, qui protégerait leur vie? Il les maudit silencieusement comme une bande de déchets. Le Septentrion, apparaissant demain, aurait 3 entités. Il attaquerait simultanément les 3 zones, Tokyo, Nagoya et Osaka. Il serait divisé en 3 équipes pour combattre. Pour le détruire, il devait simultanément détruire les 3 cœurs à l'intérieur du Septentrion. Le groupe de Hibiki combattrait à Osaka, donc ils y ont été téléportés. Nagoya serait sous le commandement de Ronaldo. Et enfin, Tokyo serait combattu par Yamato seul. Le lendemain, le Septentrion apparut dessous la mer. Son corps était une masse ronde entourée de pointes, roulant vers le centre. Hibiki pensa à la clé USB que Ronaldo lui avait donnée. À l'intérieur, il contenait toutes les informations qu'il avait recueillies sur le clan Yamato. À Nagoya, tout le monde avait commencé l'attaque. De manière inattendue, les écailles extérieures du Septentrion étaient extrêmement dures. Il ne pouvait pas les couper. Non seulement cela, mais son taux de régénération était également terrifiant. Les blessures guérissaient immédiatement. Daichi ne voulait pas rester là à regarder, alors il a invoqué un nouveau démon. D'une manière ou d'une autre, dès qu'il a vu le géant Septentrion, il a fait un signe de la main pour dire non et a annulé l'invocation automatiquement. Hinako a appelé un démon similaire à celui qu'avait utilisé Kita. Elle l'utiliserait pour le venger. La force d'un démon dépendait du contrôleur. Le démon qu'elle venait de convoquer avait une grande puissance, arrachant un gros morceau de chair du Septentrion, exposant ainsi le noyau à l'intérieur de son corps. Profitant de cette occasion, Hibiki fit en sorte que le tigre blanc transperce le noyau et le brise. Le Septentrion se désintégra également. Il pensait avoir réussi, mais de manière inattendue, le taux de régénération du Septentrion augmenta. À partir de ces minuscules fragments, il pouvait régénérer un corps complet et il commença également à contre-attaquer en projetant les pointes acérées de son corps. À Tokyo, Yamato était seul face au Septentrion. Il a fait exécuter à son démon une formation qui l'empêchait de bouger. Lorsqu'il a tiré des pointes, elles ont toutes été réduites en fragments par le lion noir et ont explosé. Il annonça aux 2 groupes dans les 2 autres zones qu'ils synchroniseraient leurs actions pour détruire simultanément son noyau. Dans le groupe de Nagoya, ils étaient très désemparés, car peu importe ce qu'ils faisaient, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Quand Eina reçut une vidéo de mort concernant les décès des personnes à Nagoya, Hibiki appela immédiatement Ronaldo, lui disant de partir rapidement de là. Lui, la femme médecin et Yo ont tous refusé, parce que s'il partait, qui aurait la capacité de l'arrêter? De plus, la mort de Hibiki hier avait été changée, donc il pourrait peut-être faire de même. Ronaldo a instruit les 2 que s'ils sentent le danger, ils doivent partir immédiatement. Tous 2 ont accepté car ils n'avaient pas l'intention de mourir là-bas, mais reviendraient. Actuellement, le Septentrion s'était approché très près du quartier général. Eina le regardait avancer, détruisant l'endroit qui contenait ses souvenirs avec son père, ce qui fit monter la colère en elle. Lorsque son indice atteignit 100%, elle invoqua un nouveau démon. Le démon n'a joué qu'une seule note, et le Septentrion a été transpercé par d'énormes morceaux de glace acérés, révélant le noyau. À Osaka, Hinako avait également exposé le noyau du Septentrion. Après avoir su que les 2 côtés avaient exposé le noyau du Septentrion, Yamato a ordonné à son démon de détruire la surface extérieure du Septentrion. Puis, les 3 endroits ont simultanément visé le noyau pour le détruire. Une grande explosion a été créée, et le Septentrion a été détruit.
De manière inattendue, même s'il était mort, ses pointes ne disparurent pas. Elles se dirigèrent automatiquement vers la voiture où se trouvait le groupe de Ronaldo. Hibiki et Nishia appelèrent frénétiquement Ronaldo et la femme médecin, mais personne ne répondit. Eina survécut par chance après avoir été tirée par Jingo au péril de sa vie. Quand elle revint, appelant tout le monde, leur disant de ne pas être mort, mais personne ne répondit. Il a commencé à pleuvoir, et elle a crié, pleurant misérablement. Ronaldo, la femme médecin et Yo ont été confirmés morts au combat. Hibiki et Nishia ont également éclaté en sanglots à leur mort. Hibiki a regardé le soleil couchant devant elle, et s'est demandé ce que les Septentrionnes étaient vraiment. Était-ce un rêve? Oko est apparu et lui a dit que c'était la réalité. Il a dit qu'il n'était pas un démon, mais qu'il ne pouvait pas aider les humains parce que c'était une épreuve humaine. Ce qui les testait, c'était Polaris, la divinité créatrice. Polaris a conclu que les humains n'étaient pas la meilleure espèce. Les humains n'avaient pas de volonté de progresser, mais continuaient à devenir plus forts. Polaris pensait que cela allait à l'encontre de la loi naturelle, alors il a décidé de détruire l'humanité. Aoko avait aussi des pensées similaires à celles de Hibiki, que Polaris se trompait, mais il ne pouvait pas se battre contre cela parce qu'il était l'épée sacrée de Polaris. En d'autres termes, il était un Septentrion. Selon lui, les Septentrionnes étaient des corps créés par Polaris pour maintenir la loi, mais il était un Septentrion défectueux, ayant des émotions comme les humains. Il ressentait de la douleur et de la tristesse lorsque les humains mouraient. Comme il ne pouvait pas intervenir pour aider les humains, il a créé l'application de convocation pour les humains comme une arme pour lutter contre Polaris. Dans l'espace devant, tout était envahi par le vide. La présence et l'existence des humains allaient tout disparaître comme si elles n'avaient jamais existé. Hibiki ne pouvait dire qu'une chose, que ce monde était sur le point de finir. Hibiki se réveilla et fut surpris de voir Aoko assis devant lui. Il s'ennuyait, alors il est venu jouer. En entendant Aoko mentionner Yamato, il demanda quelle était la relation entre eux. Aoko ne se cacha pas et révéla qu'ils étaient de vieux amis. Depuis sa naissance, Yamato portait en lui un grand pouvoir. Selon Yamato, un monde parfait était un monde où seuls les génies existaient. Hibiki n'était pas d'accord, car comment un tel monde pouvait-il être qualifié de parfait? Il dit que Hibiki était aussi né avec un grand pouvoir. Jusqu'à ce qu'il prenne une décision, ce serait la bonne décision. Il a bu le café que Hibiki venait de préparer, mais s'est étouffé parce qu'il était amer. Alors Hibiki lui a donné un morceau de sucre pour ajuster le goût. Aoko était un Septentrion avec des émotions, donc il était toujours plongé dans la souffrance. Hibiki avait changé sa vision d'Aoko. Il a dit que s'il n'était pas un ennemi et n'avait pas de plan, il pouvait rester ici, ce qui rendit Aoko un peu heureux. Pendant que les deux discutaient, Daichi et Nisha vinrent le chercher. Les deux furent surpris de voir Aoko. Daichi s'inquiétait qu'Aoko soit venu pour lui faire du mal, alors il voulait se battre. Mais heureusement, Hibiki l'arrêta à temps. Puis il leur parla de la véritable identité d'Aoko. Bien qu'ils fussent un peu alarmés, ils faisaient confiance à Hibiki. Nisha était un peu perplexe parce qu'Aoko planait. Il est immédiatement descendu pour marcher sur ses pieds, puis a posé de nombreuses questions, ne sachant pas si les humains marchent d'abord avec le pied droit ou le pied gauche. Yamato regardait par la porte vitrée, pensant qu'il ne restait plus que 3 septentrionnes, et sa poitrine lui faisait mal. Voyant cela, le lion noir est venu le soutenir. Eina et Hinako ont été appelés dans la salle de planification. La mission pour détruire le prochain Septentrion nécessitait leur pouvoir. Ils se baseraient sur les résultats du bilan de santé et selon la capacité de chaque personne à affronter le Septentrion. Peu de temps après, le Septentrion est apparu. Hibiki était inquiet lorsque seuls Hinako et Eina sont allés au combat. Sako a expliqué que ce 5e Septentrion apparaîtrait dans l'ionosphère en dehors de l'espace. Seuls les démons invoqués par ces deux-là pouvaient y parvenir. En dehors de la Terre à ce moment-là, le Septentrion avait été recréé avec une taille gigantesque. Lorsque la campagne a commencé, Hinako a immédiatement dansé la danse du sacrifice aux dieux. Le dieu qu'elle voulait invoquer était Shiva, un dieu de la destruction. Quant à Eina, elle invoquerait un démon nommé Karma. C'était un démon fasciné par les jeunes filles, et Eina était apte à l'invoquer. Elle exposa timidement son nombril. Immédiatement, le démon fut invoqué. Dès que le démon Karma fut invoqué, ils l'attachèrent à un grand pilier. Dehors, dans l'espace, le Septentrion avait rassemblé de la puissance et tirait sur eux. La barrière protectrice fut immédiatement activée pour le bloquer. Quand le dieu Shiva vit le démon séduisant Karma devant lui, il devint fou, libérant de la puissance dans la lance, la tirant sur Karma pour le purifier. La lance continua de voler hors de la terre, détruisant le noyau du Septentrion. Ils reçurent l'information que le Septentrion n'avait plus de vie, mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Après sa mort, le 5e Septentrion ne s'est pas dissipé comme les précédents Septentrions, mais est tombé directement sur Terre. Son volume était de 500 km3, donc rien ne pouvait le supporter. Le bouclier protecteur a ensuite été détruit, et tous les citoyens de la ville en dessous qui n'ont pas pu évacuer à temps ont perdu la vie. Heureusement, la tour était toujours intacte.
Hibiki demanda avec colère à Yamato s'il était au courant de cela à l'avance. Il ne réfuta pas, mais lui dit que s'il avait une meilleure option, de la proposer. Après être retourné dans sa chambre, il consulta les informations contenues dans la clé USB que Ronaldo lui avait donnée. Ce soir-là, Yamato a organisé un festin, mais seul lui et le scientifique ont mangé. Les autres n'avaient pas le cœur à prendre des baguettes. Hibiki et Yamato ont eu une grosse dispute au sujet de la mort de milliers de citoyens. Il a également déclaré que la raison principale de rassembler tout le monde était de demander des avis. Cette invasion se terminerait dans 2 jours, mais il y avait un problème. Après avoir vaincu le dernier Septentrion, il rencontrerait Polaris, la divinité créatrice. Hibiki a révélé ce que JBS voulait faire, confronter Polaris. Ensuite, ils utiliseraient le coefficient de l'algorithme qu'ils avaient recherché pour créer un monde selon leurs souhaits, et ce monde serait un lieu uniquement pour les génies. Yamato a dit à tout le monde qu'il savait déjà tout, donc il n'y avait plus rien à dire, et il est parti. Quand Nisha était dans sa chambre, elle a regardé la photo prise avec sa famille, et a tristement voulu rentrer chez elle. À ce moment-là, Sako est venue la chercher. Elle a annoncé que la mission de demain avait été décidée. Nisha mourrait pour tout le monde. Pour affronter le prochain Septentrion, seul le dieu Loki avait assez de pouvoir pour le détruire, et Nisha était la seule compatible pour que Loki la possède. Le visage de Nisha s'assombrit alors qu'elle demandait si son sacrifice sauverait tout le monde. Après le départ de Sako, elle s'appuya contre le mur et éclata en sanglots. Le lendemain matin, parce qu'elle était triste, elle prépara un repas somptueux pour eux. Nisha n'hésita pas à manger. Hibiki remarqua que son attitude aujourd'hui semblait exceptionnellement joyeuse. Il dit qu'il ne restait que 2 jours avant la fin de l'invasion, alors ils devraient survivre ensemble. Seul Aoko savait ce qui allait se passer. Il est allé dans la chambre de Yamato et a demandé si ce plan était correct, car si possédé par une divinité, aucun humain ne pourrait le supporter et perdrait la vie. Il s'inquiétait que Hibiki ne puisse pas surmonter le choc de la mort de son ami. Nisha, après avoir regardé les derniers messages de sa famille, est parti avec le bâton. Quand le Septentrion est apparu, Hibiki a regardé autour de lui, mais n'a vu Nisha nulle part. Il se rappela de son attitude ce matin. Il semblait que quelque chose s'était passé. Le 6e Septentrion avait la capacité de se répliquer. Une fois formé, il se copiait continuellement puis dévorait tout. L'écran du système leur montrait Nisha attachée à un dispositif spécial. Loki et les autres étaient très en colère lorsqu'ils ont vu Nisha être traitée comme un sacrifice. Ils voulaient qu'ils libèrent Nisha puis combattent ensemble contre le Septentrion. Mais Yamato a répondu que c'était inutile. L'ennemi avait la capacité de se répliquer à l'infini. Même si leur démon était de fort, il finirait par manquer d'énergie. Le Septentrion avait maintenant envahi la ville. La machine sacrificielle retenant Nisha s'est refermée. Immédiatement, une immense formation d'invocation a été créée. Nisha a crié de douleur dans le ciel. Daichi regarda la vidéo de mort qui venait d'apparaître et fut terrifié. À l'intérieur, Nisha gisait dans une mare de sang. Hibiki n'hésita pas et courut dehors. Le dieu Loki avait également été invoqué et possédait avec succès Nisha, mais ils étaient retenus par le personnel. Le système commença le compte à rebours jusqu'à ce que Loki perde le contrôle. Yamato activa le système pour se lier à Loki afin de le contrôler. Loki a volé jusqu'à Tokyo, puis a utilisé une compétence pour activer la veine du dragon souterraine. Après cela, le dragon, Sako, a été réveillé. Il ne restait que 60 secondes avant que Loki ne perde le contrôle. Loki s'est précipité pour dévorer le Septentrion qui se répliquait continuellement. Après une poursuite et un massacre, le dragon, Sako, avait dévoré tous les Septentrions. Leur campagne avait réussi facilement, mais maintenant les choses ne faisaient que commencer. Loki perdait progressivement le contrôle. Il avait repris conscience et n'était plus contrôlé par Yamato. La conscience de vie de Nisha avait ainsi complètement disparu. Hibiki avait chevauché le tigre blanc pour se précipiter, mais fut repoussé par Loki, qui possédait Nisha. Yamato lui a dit que ce qui se tenait devant lui n'était plus Nisha, mais Loki, donc il devait le tuer. Hibiki a entendu cela et a crié de douleur. Daichi courut vers Yamato, voulant qu'il s'arrête. Yamato dit immédiatement « Si tu es inutile, tais-toi ». Il ne s'arrêta pas, mais réprimanda leurs actions comme inacceptables. Ils étaient des gens égoïstes qui utilisaient la vie de son ami pour échanger contre leur propre survie. Quand il frappa Yamato, Daichi fut étranglé par lui. Loki s'était maintenant approché. De nombreux démons invoqués combattants furent tous détruits par Loki en moins de 5 secondes. Hibiki cria fort, voulant appeler Nisha pour qu'elle se réveille, mais c'était inutile. Il lança une balle et le tigre blanc se précipita pour le bloquer. Hibiki fut projeté, tombant du haut du mur. À ce moment-là, Yamato est apparu et a attrapé sa main. Il a demandé pourquoi il hésitait et a dit à son démon de tuer Loki. Mais Hibiki ne voulait pas blesser Nisha et a dit au phénix de feu de l'arrêter.
Le tigre blanc et le phénix de feu ont attaqué frénétiquement le démon de Yamato, puis ont disparu ensemble. Yamato était en colère et voulait frapper Hibiki, mais il a dit qu'il protégerait Nisha parce qu'il le lui avait promis. Loki ne les a pas laissés discuter et a tiré un rayon de lumière. Hibiki a jeté Yamato de côté en pensant qu'il mourrait après ce geste. Mais non, il luttait pour y résister. L'énergie du dragon veineux déferlait en Hibiki. Le dragon, Sako, l'avait choisi. Yamato sourit parce qu'il avait aussi la même qualité que lui. Il tendit la main en lui disant de la saisir, mais il le repoussa. Il utiliserait ce pouvoir pour protéger tout le monde. Il repoussa le pouvoir de Loki et s'envola. Il croyait encore que Nisha était toujours en vie et appela son nom. Dans leur inconscience, ils se virent. Il la supplia de ne pas choisir la mort, mais de revenir avec lui. Nisha pleurait parce qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se sacrifier. Dans un monde où sa famille et ses parents n'étaient plus là, elle ne savait plus quoi faire. Elle n'avait pas une volonté forte comme les autres, alors comment devait-elle essayer? Hibiki a crié que c'était bien d'être faible. Tout le monde avait ses propres faiblesses. Puis, il a attrapé la main de Nisha et l'a embrassée. Le dieu Loki à l'intérieur de son corps a été expulsé. Nisha a pleuré en disant qu'elle voulait vivre. Voyant cette scène, Yamato a ri, ne s'attendant pas à ce qu'un miracle se produise. Hibiki a ensuite perdu connaissance et s'est allongé dans la salle de soins spéciaux. En le voyant ainsi, tout le monde avait le cœur brisé. Daichi était en colère contre lui-même. S'il avait été plus fort, cela aurait été mieux. Nisha a réalisé qu'après avoir vaincu Loki, elle pouvait l'invoquer. Aina est venue et lui a dit de ne plus être triste, car ce n'était pas sa faute. Jingo a pris la parole en disant que maintenant, la responsabilité reposait entièrement sur leurs épaules. Oko était assis à attendre dans la chambre de Hibiki et, comme prévu, il n'est plus revenu. Deux démons de haut niveau sont apparus, en demandant pourquoi il laissait les choses traîner ainsi. Il ne savait pas non plus ce qu'était cette émotion, mais peut-être en était-il venu à aimer ces humains. Les démons ont entendu son émotion d'amour, mais n'ont pas compris ce qu'il disait, car il voulait seulement voir les humains être engloutis par les ténèbres. Le démon de haut niveau s'est transformé en lance pour le tuer. Mais après tout, Oko était toujours un septentrion, il a simplement agité la main et le démon a été maîtrisé, tombant au sol incapable de bouger, puis il a été écrasé et a disparu. Le démon de feu à côté trembla, disant qu'il lui obéirait et partirait. Oko vint regarder Hibiki allongé sur le lit d'hôpital, puis partit. Le lendemain, la situation n'était pas différente car Hibiki était toujours inconscient. Daichi avait mal à la tête parce qu'il n'avait pas de démon puissant dans son livre. Inako a ri en disant que c'était limité par la capacité, ce qui l'a rendu très triste. Nisha et Jingo avaient préparé de la nourriture pour les régaler. Pour mieux se comprendre, ils se sont réintroduits. Aina était étudiante en première année à l'université. Jingo était apprenti chef. Hinako était chorégraphe. Et Daichi et Nisha étaient tous deux en troisième année, se préparant aux examens d'entrée à l'université. Ils ont soudain ri, trouvant que cette présentation était en effet intéressante. Daichi a eu l'idée que, en ce jour où ils devenaient amis, ils devraient échanger leurs adresses e-mail. Lorsque le groupe a touché les téléphones pour se connecter, la vidéo de la mort les a informés d'une nouvelle vidéo. Daichi a appuyé avec hésitation pour regarder et à l'intérieur se trouvait la scène de toute leur mort. Lorsque la cloche a sonné annonçant l'apparition du septentrion, les caractéristiques reçues indiquaient qu'il s'agissait d'un démon complètement fort sans faiblesse. Il venait de tirer un rayon de lumière, provoquant la destruction d'une série de leurs boucliers défensifs. Sako a dit à tout le monde que s'ils la détestaient, ils pouvaient la détester parce qu'elle avait besoin de leur pouvoir pour se battre. Bien qu'il tremblait après avoir regardé la vidéo de la mort, il n'abandonnait toujours pas et allait entrer en bataille. Dans cette bataille finale, toutes les troupes seraient déployées. Hibiki rêvait de son enfance. Dehors, il était souvent harcelé par des amis à cause de sa personnalité introvertie et silencieuse. C'est alors que Daichi est apparu pour l'aider à chasser les harceleurs. Les deux sont également devenus de bons amis depuis lors. En grandissant et en se préparant à s'inscrire aux examens d'entrée à l'université, ses parents lui rappelaient toujours et le forçaient à viser la meilleure école, pas celle qu'il voulait. Après avoir entendu Daichi dire qu'il ferait ce qu'il voulait, il ne s'est plus soucié des paroles de ses parents et a décidé de suivre ses propres désirs. Et puis il s'est réveillé dans la chambre d'hôpital. Dehors, le septentrion attaquait très intensément. Le bâtiment du Parlement avait été anéanti après un seul coup. Yamato a dit à ses subordonnés de lui transférer tout le dragon 20. Puis, il a érigé un bouclier magique pour bloquer l'attaque du septentrion pour tout le monde. Les autres avaient pour tâche d'attaquer le septentrion. Tout le monde a invoqué ses démons les plus puissants pour se battre. Nisha a également appelé Loki. Après une bataille qui a blessé le septentrion, il a soudainement émis de la lumière et s'est séparé. De la pièce séparée, il a émis un son avec une onde étrange qui a forcé leurs démons à retourner dans les téléphones. Le scientifique de l'autre côté avait également anticipé cela. Elle a invoqué un démon émetteur de son et lui a dit d'émettre des ondes contre celles du septentrion.
Sako a reçu une vidéo de mort concernant la mort de la scientifique et lui a dit de partir de là, mais c'était trop tard. La scientifique avait été ciblée par le Septentrion. Il a tiré un rayon destructeur, lui ôtant la vie. Le Septentrion les a attaqués à nouveau. Yamato a eu du mal à résister, puis il s'est précipité directement pour l'attaquer avec une onde de choc. Les deux camps ont continué à se battre, très tendus. D'autres fragments du Septentrion ont poursuivi le reste. Il a lancé des pointes explosives autour d'eux. Quand les pointes ont explosé, ils ont perdu la vie. Une autre pointe a poursuivi le groupe de Daichi. Hinako a été entourée par elle. Elle a crié fort, leur disant de quitter rapidement cet endroit. Après l'explosion, elle est également morte. Lorsque les pointes se précipitèrent vers Daichi et Nisha, le phénix de feu apparut pour les bloquer. Hibiki s'était rétabli et demanda où étaient les autres. Nisha versa des larmes et il réalisa que tout le monde était mort. Hibiki devint fou et se précipita vers le Septentrion, mais le tigre blanc fut abattu. Yamato de l'autre côté ne s'en sortait pas mieux et fut jeté à terre par le Septentrion. Le Septentrion s'est alors unifié, libérant une puissance terrible qui a transformé le sol en un grand trou. Hibiki et Yamato résistaient désespérément. Daichi était très en colère, se demandant pourquoi il restait toujours à regarder ses amis en danger. Quand Hibiki était sur le point de ne plus pouvoir résister, un esprit est intervenu et a repoussé le Septentrion. C'était un démon, invoqué par Daichi. C'était l'esprit Zack, un démon de haut niveau extrêmement puissant. Lorsque le Septentrion voulait lancer un rayon de lumière magique, il a été détruit par Hibiki et Yamato. Ils avaient réussi à détruire le dernier Septentrion. Hibiki voulait l'empêcher de créer un monde dictatorial. Il affirma que s'il essayait de l'arrêter, il le tuerait. Ako s'est envolé, disant qu'il ne laisserait pas Yamato tuer Hibiki. Ako avait transféré le rayon d'espoir de Yamato à Hibiki. Il voulait que le nouveau monde créé soit comme ce qu'Hibiki avait dit. Alors il arrêterait Yamato. Il contrôlait des fils d'acier pour lutter contre la magie de Yamato. Daichi ne comprenait pas pourquoi ils avaient vaincu le Septentrion, mais n'était toujours pas en paix. Yamato n'était actuellement pas à la hauteur d'Ako. Chaque fois qu'il était attaqué, il se transformait en cube pour esquiver, car plus il était proche du quartier général, plus Yamato serait fort. Il avait donc attiré Ako là-bas. Ako avait fait ce choix parce qu'après avoir interagi avec Hibiki, il se sentait comme un humain. Il a également dit qu'il n'aimait pas le monde que Yamato voulait créer. Le téléphone de Hibiki l'a informé de la mort de Yamato et Ako. Il voulait y aller pour les arrêter. Sako prit la parole, disant qu'elle irait aider le commandant. Bien qu'elle sache qu'elle avait causé beaucoup de douleur à tout le monde, quoi qu'il arrive, elle aiderait toujours le commandant, parce que dans le passé, elle avait été gravement blessée. Son travail en tant qu'agent national avait dû s'arrêter. À ce moment-là, Yamato est apparu et lui a donné un rayon d'espoir. Donc, s'il voulait voir un tel monde, elle l'aiderait. Hibiki a reçu une autre notification de la vidéo de la mort de Sako. Il voulait l'arrêter, mais même si elle savait qu'elle mourrait, elle irait quand même. Puis elle laissa le démon volant l'emmener à Yamato. Retour à la bataille entre les deux. Yamato était en situation désavantageuse parce que son démon était encore en cours de régénération. Il avait réalisé que cet appareil d'invocation invoquerait des démons forts en proportion de son propre développement et il avait vaincu Septentrion numéro 7. Donc, s'il y avait assez de temps pour qu'il se régénère, il pourrait l'invoquer. Ako n'a pas laissé cela se produire et a attaqué continuellement. Le bouclier magique de Yamato avait été détruit. Un fil d'acier s'est précipité, transperçant sa jambe. D'autres fils d'acier se sont également précipités simultanément. Dans cette situation dangereuse, Sako s'est précipitée, utilisant son propre corps pour le protéger. Elle a dit faiblement qu'il était sa raison de vivre et l'a remercié. Yamato a été ému et l'a traité d'idiote. Ce petit laps de temps a suffi pour que son démon se régénère. Il a immédiatement invoqué son démon le plus puissant. La situation entre les deux camps s'était inversée. Ako, après avoir bloqué une série de coups du démon, a également perdu le combat. Yamato voulait changer ce monde parce que des imbéciles l'avaient rendu irrémédiablement pourri, et il serait le seul à le réparer. Ako a demandé pourquoi il devait tout porter sur ses épaules. Il a également ajouté que Yamato était très intéressant, mais il ne laisserait pas Yamato tuer Hibiki. Il utilisa alors des fils d'acier pour retenir Yamato et vola pour le serrer fermement dans ses bras. Les fils d'acier s'enroulèrent autour des deux. Ako décida de se sacrifier avec Yamato. Quand Hibiki arriva en courant, Ako dit adieu et explosa. Il était extrêmement triste, sentant qu'il avait assez enduré. Contre toute attente, Yamato était terriblement redoutable. Il n'était toujours pas mort après le coup final d'Ako. Le monde à ce moment-là commença à s'effondrer. Le vide dévorait également tout progressivement. Yamato jeta le téléphone, invoquant un démon pour arrêter Hibiki pendant qu'il entrait dans le portail de téléportation vers Polaris. Hibiki n'était absolument pas à la hauteur de ce démon de haut niveau. Heureusement, Daichi avait ordonné à l'esprit de le bloquer.
Nisha a également invoqué Loki pour aider à combattre. Les deux lui ont dit de leur laisser cet endroit et que Hibiki devait rapidement aller à la moto. Il leur a fait confiance et a chevauché le tigre blanc vers la porte. En regardant Daichi et Nisha se faire blesser en bas, il a retenu ses larmes et est parti. Les deux étaient également progressivement dévorés par le vide. Tous deux perdaient progressivement conscience et ne savaient même pas qui était Hibiki, espérant juste que dans la prochaine vie, ils seraient encore amis. Hibiki entra dans la porte et vit Yamato là. Le jugement ici était que les deux se battraient et que le survivant pourrait faire une demande. Tous deux invoquèrent immédiatement leurs démons, prêts à se battre. Le tigre blanc et le lion noir se précipitèrent l'un vers l'autre, mais le tigre blanc fut repoussé. Hibiki dut utiliser le pouvoir du dragon divin pour créer un bouclier afin de bloquer les flammes. Yamato soupira qu'il était maintenant aussi fort que lui. Yamato révéla ce qu'il savait, à savoir qu'ils étaient tous deux nés avec des pouvoirs spéciaux. En fin de compte, ils n'étaient que des pions de divertissement du dieu. Ako avait également été entraîné dans cela à cause de ses émotions. Il a dit qu'il gagnerait et utiliserait le pouvoir de Polaris pour remodeler le monde. Hibiki prit également la parole, disant que si ce monde était formé, ce serait effectivement formidable, mais si c'était imposé, alors ce n'était pas leur monde. Le meilleur monde serait celui d'avant, où les amis s'étaient battus ensemble pour que leur mort ne soit pas vaine. Les deux étaient en total désaccord avec les pensées de l'autre et ne pouvaient utiliser que le combat pour se convaincre mutuellement. Lorsque les deux démons se précipitèrent à nouveau pour se battre, le tigre blanc fut mordu par le lion noir et jeté au loin. Hibiki a demandé si, sur son chemin pour remodeler ce monde, il était toujours seul. N'était-ce pas très solitaire ? S'il ne se souciait pas d'avoir des amis pour viser l'avenir ensemble, alors pourquoi a-t-il pris le risque de venir à Nagoya pour le sauver à ce moment-là? Yamato insistait toujours sur le fait qu'il n'était qu'un pion important dans son plan. Hibiki réfuta immédiatement. Si dès le début il ne le voyait pas comme un ami, alors la vidéo de sa mort n'aurait pas apparu sur sa machine. Il ne partageait qu'avec des amis. Yamato était mal à l'aise en entendant qu'il aspirait aussi à avoir des amis. Puis il a invoqué un démon et utilisé une fonction spéciale, la fusion de démons. Un démon de haut niveau a été formé. Lorsqu'il a attaqué, Hibiki a été projeté. Même le bouclier du dragon divin a été détruit en essayant de le bloquer. Juste au moment où les choses semblaient s'être arrêtées là, de manière inattendue, Hibiki avait été protégé par le démon de Daichi. Son téléphone a notifié que des démons de ses amis avaient été envoyés. Yamato était surpris, ne comprenant pas comment des démons de personnes décédées pouvaient être envoyés. Hibiki était ravi, pensant que tout le monde l'encourageait. Il a immédiatement invoqué tous les démons de haut niveau, puis a également utilisé la fusion. Tous les démons de haut niveau ont été continuellement unifiés. Finalement, la dernière chose invoquée fut le dieu Lucifer. Quand Lucifer agita la main, il y eut immédiatement un trou dans le corps du démon de Yamato. Il essaya encore de se débattre et de contre-attaquer, mais Lucifer était indemne et s'approcha même pour embrasser le démon. Tout était fini. Yamato avait complètement perdu. Hibiki lui a dit qu'il n'avait plus besoin de tout porter seul. La lumière du ciel brillait sur les deux. Hibiki a exprimé son souhait. La scène a changé. La terre était redevenue normale. Ils étaient revenus au jour où Hibiki attendait Daichi. Comme avant, les deux sont allés dans un café et Daichi a de nouveau dit qu'il avait quelque chose à lui montrer, puis a pris son téléphone pour télécharger une application qui était récemment populaire. En entrant simplement leur portrait, ils connaîtraient leur mort. Les deux sont ensuite allés au métro et ont rencontré Nisha. Contrairement à avant, Hibiki a pris la parole pour la saluer. Elle a vu qu'il n'était pas de mauvaise personne, alors elle est venue parler et a accepté d'être leur amie. En regardant les deux amis qui faisaient toujours de leur mieux pour l'aider devant lui, Hibiki a versé des larmes de joie. Ils ont reçu un système de la vidéo de la mort. La mort que Hibiki était déterminé à avoir serait d'être renversé par un camion. Puis, quand le train de métro est arrivé, il n'a plus déraillé, mais est arrivé à leur place normalement. Hibiki a soudainement eu quelque chose à confirmer, alors il s'est enfui. Il se rappela son souhait en rencontrant Polaris. Il voulait un monde où les gens n'avaient pas à supporter les souffrances comme avant. Après 7 jours dans ce monde, il avait réalisé beaucoup de choses. Les amis qui l'avaient accompagné menaient aussi leur vie normale. Plus personne n'avait à supporter la douleur de la mort. Hibiki courut vers le bâtiment du Parlement, mais fut arrêté par la sécurité. À ce moment-là, la voiture de Yamato arriva. Il dit qu'il ne le connaissait pas, mais le regarda ensuite et sourit. Hibiki versa des larmes parce que Yamato était toujours en vie. Ako, après avoir longtemps observé tout et vu que le monde n'était plus en danger, partit aussi.